Il est 20h et vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité ce soir, bilan de la feuille de route gouvernementale 2025 qui approche de son échéance. Sous l'impulsion du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, plusieurs avancées notables dans plusieurs secteurs clés avec des effets qui se font ressentir dans le quotidien de nombreux Togolais. 50 ans d'engagement, 50 ans de services de qualité rendus à la nation. ATOP, agence togolaise de presse, célèbre ce 5 mars en demi-siècle d'existence. En présence du ministre en charge de la communication, l'agence a célébré le travail de son personnel, ses efforts, le tout dans une belle ambiance. Toujours ce mercredi, le ministère en charge de l'action sociale a lancé officiellement la Journée internationale des droits de la femme. L'événement a réuni acteurs politiques, défenseurs des droits des femmes et associations autour d'un même thème. Vous allez le voir. Et puis, santé, depuis quelques jours se déroule une vaste campagne d'action médicale gratuite dans la région des Savanes. Des consultations en médecine générale, des interventions chirurgicales et bien d'autres prestations sont offertes aux populations. Un projet piloté par le service de santé des armées. Voilà pour l'essentiel. Rebonsoir à tous. Vous suivez le 20h. À moins d'un an de son terme, la feuille de route gouvernementale Togo 2025 approche de son échéance avec des avancées notables lancées sous l'impulsion du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Cette stratégie de développement a permis des progrès significatifs dans divers secteurs clés tels que l'agriculture, la santé, l'éducation ainsi que l'accès à l'eau et à l'électricité. Autant de priorités présidentielles dont les effets se font ressentir dans le quotidien de nombreux Togolais. Écoutez ça là. Lancée il y a quelques années, la feuille de route gouvernementale Togo 2025 ambitionne de transformer le Togo à travers des réformes structurantes et des projets d'envergure. Avec pour objectif principal l'amélioration des conditions de vie des populations et l'accélération du développement, elle repose sur 3 axes majeurs. Le renforcement de l'inclusion sociale, la modernisation des infrastructures et la consolidation de la gouvernance. L'un des piliers essentiels de cette feuille de route, portée par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, est d'assurer une meilleure inclusion sociale en facilitant l'accès aux services de base. Plusieurs initiatives ont été mises en œuvre dans ce cadre. Entre autres, l'extension de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, notamment en milieu rural, à travers des projets tels que les mini-réseaux solaires et les forages communautaires. Le renforcement de la protection sociale avec l'élargissement du programme de transfert monétaire destiné aux ménages vulnérables. L'amélioration de l'accès aux soins de santé grâce à la mise en place de l'assurance maladie universelle AMU. Par ailleurs, l'accompagnement du secteur agricole s'est intensifié afin de renforcer la sécurité alimentaire et d'améliorer la productivité des exploitants. Ces efforts contribuent à réduire les inégalités et à offrir de nouvelles opportunités aux populations les plus fragiles. Selon un rapport sur la loi de finances exercice 2025, l'activité économique du pays a été particulièrement dynamique en 2023, portée par l'exécution des projets et réformes de la feuille de route. Parmi les réalisations les plus significatives, on note le développement d'un parc industriel autour du port autonome de Lomé, favorisant la transformation locale des matières premières. Le projet de transformation agroalimentaire PTA Togo qui a permis l'aménagement et la mise en valeur de 32 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP sur 12 000 hectares. La construction de 7 magasins de stockage et d'aires de séchage. La création de l'agence de transformation agricole ATA qui accompagne la modernisation du secteur agricole. Le développement des énergies renouvelables. La construction de 2 centrales solaires. Le projet CISO et le fonds Tinga. La feuille de route gouvernementale a également permis une avancée significative dans le domaine de la santé publique, notamment avec le déploiement de l'assurance maladie universelle AMU en janvier 2024. Plus d'1 an après son lancement, le programme couvre aujourd'hui un nombre constant de bénéficiaires. D'autres réalisations marquantes incluent la construction et la réhabilitation de 200 centres de santé à travers le pays,
L'ouverture de l'hôpital de référence Dr Lafière renforçant l'offre de soins de qualité. L'amélioration des plateaux techniques médicaux pour une prise en charge plus performante. Le programme Wezu destiné à l'accompagnement des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés. Alors que la feuille de route gouvernementale arrive à échéance en décembre 2025, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, concentre désormais ses efforts sur l'achèvement des projets en cours, notamment dans les secteurs prioritaires. Au regard des enseignements tirés de son exécution, une nouvelle planification stratégique devrait voir le jour prochainement dans l'optique de pérenniser les acquis et accélérer la transformation du pays. Les activités du groupe et la présentation du nouveau directeur général de Cofina Togo ont été les principaux sujets au cœur des échanges entre le chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe et M. Georges Kpono Dogbevi, président du conseil d'administration de la filiale de la compagnie financière africaine Cofina, reçu en audience ce mardi. Yves Agbevivi. Le président du conseil d'administration de la compagnie financière africaine Cofina, Georges Ahmed Kpono Dogbevi, accompagné du nouveau directeur général, est venu faire le point des activités du groupe au Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Des activités menées ces 5 dernières années. Le groupe a fait déjà quelques années d'activité au Togo et pour consolider ses acquis, pour consolider les bases d'un développement que nous voulons harmonieux, le groupe a décidé, à partir de janvier 2025, de changer de direction générale. Et un Togolais, M. Pascal Kové, a été nommé directeur général de la filiale du Togo. Donc l'objet de la visite était donc de venir présenter et le directeur général et les nouvelles orientations du groupe et de la filiale. Madame le Premier ministre suit ce groupe avec le gouvernement d'ailleurs depuis sa création. C'est comme une rencontre périodique. L'accueil a été chaleureux et très favorable. Et particulièrement chaleureux de savoir que la filiale est portée maintenant par un Togolais, un ancien banquier qui a rejoint le groupe, qui est maintenant le nouveau DG. Et une fois encore, des sujets ou les conseils ou les préoccupations formulées par le Premier ministre ont porté sur le financement de la petite entreprise, des PME, le financement de la micro-entreprise, l'appui donc que Cofina peut donner à ce secteur-là qui se trouve entre la banque et les microfinances. Donc ce secteur et cette catégorie d'entreprises qui constitue en réalité le poumon de notre économie. Spécialisée dans la méso et la microfinance depuis la création de sa filiale au Togo en 2020, la nouvelle direction du groupe Cofina projette offrir davantage aux Togolais. On a un coût de crédit qui dépasse déjà les 30 milliards. On ambitionne d'en développer plus. Et je crois que le rôle aussi de la nouvelle responsabilité qu'on me confie, c'est continuer à développer l'activité, recruter nos jeunes qui sortent de l'école, les former à notre académie d'excellence, qui forme les jeunes sur tout ce qui est procédure bancaire, distribution de crédit et surtout la vente de tous nos services. Voilà un peu résumé l'ambition que nous avons aussi en 2025 de faire croître l'activité et de mieux se positionner sur le territoire national. Avant sa nomination, le nouveau directeur du groupe Cofina était à la filiale de Dakar où il assurait le pôle de support et surtout ce qui est stratégie et développement et la finance. Les élections sénatoriales du 15 février dernier ont marqué un tournant décisif dans la démocratie et la gouvernance du Togo. Avec l'instauration du Sénat, des collectivités territoriales et des forces vives de la nation seront mieux représentées. Toutefois, sa mise en place reste conditionnée par la nomination des 20 sénateurs restants. Mais qui est responsable de cette nomination et selon quels critères? Réponse dans ce dossier de Ekwesala. Conformément à l'article 10 de la Constitution de la Ve République, le Sénat est composé de 2/3 de ses membres de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour 1/3 de personnalités désignées par le président du Conseil. L'ordonnance numéro 2024-001-BAPR du 5 novembre 2024 fixe en son article 2 le nombre de sénateurs à 61. Dans cette logique, les élections du 15 février 2025 ont permis d'élire 41 sénateurs, soit les 2/3.
Qu'en est-il du tiers restant, soit 20 sénateurs qui doivent être nommés afin que le Sénat puisse entrer en fonction, étant donné que le président du Conseil n'a pas encore été désigné? Serait-on dans un vide juridique? Cette question qui préoccupe certains compatriotes est légitime. Cependant, notre arsenal juridique y apporte une réponse claire. Le dernier alinéa de l'article 10 de la Constitution précise qu'une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leur indemnité, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant, ainsi que le statut des anciens sénateurs. Sur cette base, l'ordonnance numéro 2024-001-BAPR du 5 novembre 2024, en son article 60, établit que le président de la République en fonction nomme le tiers des sénateurs de la première législature. Ainsi, il ne fait aucun doute que le président de la République en exercice procédera à ces nominations dans les prochains jours. Qui nommer alors? La Constitution et ses tests d'application stipulent que le président du Conseil ou le président de la République nomme le tiers des sénateurs. Cette nomination relève du pouvoir discrétionnaire ou de la compétence discrétionnaire. En d'autres termes, l'autorité compétente dispose d'une large liberté d'appréciation quant à l'opportunité de cette nomination et au choix des personnes concernées. La loi n'ayant pas fixé de critères précis, l'autorité de nomination peut choisir librement en fonction des circonstances et du contexte sociopolitique. Ainsi, en sa qualité de garant du respect de la Constitution et dans son rôle d'arbitre de bon fonctionnement des institutions, le président de la République choisira les personnalités qu'il juge plus aptes à contribuer à l'activité législative et à l'équilibre des pouvoirs. Pour suivre, je vous fais lecture de ces deux communiqués. Le premier, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la première session extraordinaire de l'année aura lieu le jeudi 6 mars 2025 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Un communiqué signé de Kodjo Sevantepe Kodjo Adedje, président de l'Assemblée nationale. À présent, le deuxième communiqué. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la troisième séance plénière de la première session extraordinaire de l'année aura lieu le vendredi 7 mars 2025 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Un communiqué signé toujours de Kodjo Sevantepe Adedje, président de l'Assemblée nationale. Un demi-siècle d'existence pour la CEDEAO et 25 ans pour son Parlement communautaire, un parcours marqué par des avancées en matière de paix, de sécurité et d'intégration régionale, mais aussi par des turbulences socio-politiques. Entre succès et défis, l'institution s'interroge sur l'avenir de l'intégration sous-régionale à l'occasion de son premier séminaire parlementaire. C'est dans ce contexte que s'est ouverte à Lagos au Nigeria la première session extraordinaire de l'année 2025 sous la présidence de Hadja Memunatu Ibrahima. Ulrich Amégar. C'est ici à Lagos, ville qui a vu naître en mai 1975 la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, que le ton a été donné pour la première session extraordinaire du Parlement de la communauté au titre de l'année 2025. Une session qui rime avec la célébration des 50 ans d'existence de l'organisation sous-régionale et les 25 ans de parcours du Parlement. Développement économique, paix et sécurité, intégration et politique infrastructurelle. C'est ce à quoi l'instance s'est attelée ces années durant. Cette longue marche nécessite une pause pour s'interroger sur les choix, les objectifs, la gouvernance et le fonctionnement de la communauté. La CEDEAO est indubitablement l'une des meilleures communautés économiques régionales de l'Afrique au regard de ses multiples réalisations dans plusieurs domaines notamment le maintien de la paix et de la sécurité, l'intégration économique et en matière d'infrastructure. Dans le domaine du maintien de la paix et la sécurité, des progrès ont été réalisés notamment en matière de stabilité de la région avec la mise en place des mécanismes institutionnels appropriés.
Sur le plan de l'intégration économique, la CEDEAO a mis en place plusieurs initiatives pour stimuler la croissance économique et faciliter les échanges intra-régionaux et la circulation des biens et des services. Le projet de création de la monnaie commune, l'ECO, qui devront remplacer les différentes monnaies nationales, est une étape majeure vers une intégration encore plus profonde. Enfin, en matière d'infrastructure, plusieurs projets transfrontaliers ont été mis en œuvre facilitant la connectivité dans la région. Le réseau routier, les chemins de fer, ainsi que les projets énergétiques régionaux sont des exemples de projets concrets qui améliorent la vie quotidienne des citoyens. Des avancées significatives qui ne doivent faire oublier les défis cruciaux à relever pour le mieux-être et l'intérêt de ces 500 millions d'habitants. Le Parlement de la CEDEAO mise ainsi sur la consolidation de ses acquis, ce qui appelle à une synergie d'action de tous les pays membres. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger se pose en priorité. Je voudrais à cet effet saluer la décision prise le 15 décembre 2024 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, accordant une période de transition allant du 29 janvier au 29 juillet 2025 pour la sortie définitive des 3 pays frères. Nous espérons que cette période de transition permettra de continuer la médiation afin que ces départs ne fragilisent pas les acquis de la communauté. Je lance donc un appel solennel aux 3 pays frères, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pour que nous continuions à chercher des voies de coopération bilatérale et multilatérale qui bénéficieront à nos populations. Il est essentiel que le Parlement continue à œuvrer pour une CEDEAO forte, solidaire et inclusive. De ce séminaire seront issues des recommandations concrètes pouvant permettre à la CEDEAO de renforcer la coopération, promouvoir la paix et la stabilité. Voie unique pour réaliser une intégration plus poussée, transformant la région de l'Afrique de l'Ouest en une zone de prospérité et de solidarité. Un demi-siècle au service du public et des médias, l'agence togolaise de presse ATOP fête aujourd'hui son jubilé d'or. Ce 5 mars marque 50 ans d'engagement, de dynamisme et de service de qualité rendus à la nation. Lors d'une cérémonie solennelle, les actions et le travail du personnel de l'ATOP ont été célébrés en présence du ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement. Elia Gbanyandao. Connue pour sa promptitude dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, l'agence togolaise de presse ATOP célèbre son jubilé d'or. Occasion pour le personnel de marquer une pause. Une pause pour faire le bilan des 50 années d'existence en tant que première agence d'information au Togo. Une projection dans l'avenir s'impose pour répondre aux nouvelles exigences du métier de journaliste. Elle suit donc les évolutions dans l'éthique et aujourd'hui l'agence a su s'adapter à la modernisation, en témoigne la mise en place de son site web. Malgré les efforts réalisés, beaucoup reste à faire pour un repositionnement de l'ATOP dans le paysage médiatique. Il s'agit de rester compétitive pour les 50 prochaines années. La perspective, c'est de mettre en place des studios à Lomé, également dans les régions, pour produire des vidéos, des podcasts que nous allons pouvoir diffuser donc, sur notre site internet. C'est également en termes de formation du personnel, d'avoir une connexion plutôt suffisante pour permettre à nos correspondants qui sont à l'intérieur du pays de pouvoir travailler aisément. Alors mettre également à leur disposition des moyens de transport. L'ATOP dans le paysage médiatique hier, aujourd'hui et demain, les réflexions continuent pour mieux faire. Et après 50 ans au service de la population, ATOP, dans sa modernisation, compte diversifier son contenu. Le gouvernement togolais soutient l'organe dans son ambition pour qu'il soit un acteur clé dans le paysage médiatique avec une présence effective sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais avec vous saluer avec déférence la vision du chef de l'État, son Excellence Faure Essozuna Nyasingbe,
pour un service public de l'information ancré dans la réalité nationale et enrichi des meilleures pratiques internationales pour répondre aux standards les plus élevés en la matière. Je vous encourage à poursuivre et diversifier la collaboration avec les agences internationales et à renforcer votre participation au sein de réseaux professionnels, à l'instar de la Fédération atlantique des agences de presse africaines, que je remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je me fais donc le devoir de vous rappeler que la maturité cinquantenaire ne laisse aucune place pour dormir sur ses lauriers. Au contraire, l'éveil et la conscience des enjeux de l'heure doivent nous renseigner sur les exigences auxquelles nous devons répondre sans tarder. Vous devez pouvoir anticiper sur ce que veulent et ce qu'attendent nos concitoyens de leur agence de presse nationale. Vous devez fidéliser ceux qui sont déjà avec vous et conquérir les autres en bâtissant des passerelles de confiance et de fiabilité, des ponts d'exigence et d'excellence. À l'occasion de cet anniversaire, un souhait fait dans le passé, un clin d'œil à ceux qui ont marqué de leur empreinte le passé de l'agence. Les œuvres de l'agence togolaise de presse depuis sa création jusqu'à ce jour ont été visitées. La suite de ce journal avec ce décret présenté par le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement, Yawa Kwigan. Décret numéro 2025-023/PR portant nomination de sénateurs. Le président de la République, vu la Constitution du 6 mai 2024, vu l'ordonnance numéro 2024-003/PR du 5 novembre 2024 portant code électoral, modifié par l'ordonnance numéro 2024-004/PR du 24 décembre 2024, vu la décision numéro ES-003/25 du 24 février 2025 de la Cour constitutionnelle relative à la proclamation des résultats définitifs de l'élection des sénateurs du 15 février 2025, décrète. Article 1er. Les personnalités ci-après sont nommées sénateurs. Il s'agit par ordre alphabétique de Madame Abounima Kapouin Molga, Monsieur Akwete Yaovi Beliki, Monsieur Alipui Senanou Kokou, Monsieur Aziable Kwami Nkunu, Madame Balouki Legzim Bernadette, Madame Batikrana Penta, épouse Balaka, Monsieur Bouraïma Inoussa, Madame Dangboui Afi Holali Pascaline, Madame Djidonou Akpene, Monsieur Johnson Togbe Ampa, Monsieur Kaboua Essokoyo Abbas, Monsieur Kagbara Ouleidja Innocent, Monsieur Kofigo Kokou Joseph, Monsieur Kolani Lardja, Madame Kouvahe Amoko Holadem, Madame Pegba Kafui, Madame Lomboni Kabissa Isoyotu, Madame Sankarja Mouni, épouse Sinandja, Madame Santana Edwige Clara Ayaovi, veuve Ayaï Ataï, Monsieur Chassona Traoré Mohamed. Article 2. Le présent décret
sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 5 mars 2025, le président de la République a signé. Désormais, les noms des un tiers des sénateurs restants sont connus. Merci, Madame le ministre. C'est moi. Et nous poursuivons ce journal. L'agence togolaise de presse ATOP, depuis sa création, a su jouer un rôle central sur le paysage médiatique togolais en fournissant des informations cruciales tant aux autres médias qu'à la population. Dans un monde en constante évolution, l'agence s'efforce de suivre ces changements pour rester en phase avec les attentes du public. Edem Sousoupo. Depuis 50 ans, elle centralise, trie, traite et publie des informations institutionnelles au Togo. L'agence togolaise de presse ATOP, créée en mars 1975, compte aujourd'hui à travers tout le territoire 61 agents répartis dans 39 agences. ATOP a fait du chemin. Aujourd'hui, son rôle semble être limité à la collecte, au traitement d'informations économiques, socioculturelles et sportives. Leur diffusion se fait à travers son site web, le www.atop.tg, principale vitrine de l'agence. En tant que première agence de presse au Togo, ATOP a traversé différentes périodes dans son cheminement, des périodes de gloire, de stagnation, mais aussi de réforme. 50 ans pour l'ATOP, je considère qu'il est important de se moderniser, une modernisation qui peut emprunter 3 voies principalement. Se moderniser en renforçant les outils de production et de diffusion, se moderniser en diversifiant ses formats et se moderniser en développant les compétences de ses journalistes. L'objectif est toujours le même, c'est d'avoir une agence togolaise de presse moderne donc, et compétitive qui soit capable essentiellement d'accompagner les ambitions du gouvernement togolais et de garantir à nos citoyens un accès fiable à l'information publique et institutionnelle. La perspective pour son positionnement dans le paysage médiatique togolais pour répondre aux attentes placées en elle s'impose. C'est de souhaiter que les 50 prochaines années soient des années où l'ATOP continue de faire sa mutation, une mutation qui est destinée à la positionner, à la repositionner, à la confirmer comme un acteur clé de l'information dans notre pays, en faire une source d'information qui attire nos compatriotes, qui mérite leur confiance et éventuellement, parmi les perspectives à évoquer, souhaiter davantage d'ouverture et d'interaction pour faire en sorte que l'information ne soit pas à sens unique, mais créer des mécanismes par lesquels le citoyen lambda informe l'agence de presse. Évidemment, il y aura un travail qui sera fait par des professionnels, mais il me semble que cette interactivité peut apporter vraiment un plus aux 50 prochaines années de l'ATOP à qui nous souhaitons le meilleur. L'agence togolaise de presse ATOP continue sa mutation pour être efficacement en phase avec l'évolution du monde. Ce mercredi, le ministère en charge de l'action sociale a lancé officiellement la Journée internationale des droits de la femme sous le thème « L'accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement ». Cette rencontre a réuni des acteurs politiques, des défenseurs des droits des femmes et des associations œuvrant pour l'égalité des sexes. Edwige Atakwabasabi et Elia Gbanyandao. Le Togo s'aligne sur la dynamique mondiale en célébrant ce 8 mars la Journée internationale des droits de la femme. Pour l'édition 2025, le thème retenu au plan national met l'accent sur un enjeu majeur, l'accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement. Cette célébration est une occasion de sensibiliser et d'agir en faveur d'une inclusion plus effective des femmes dans le développement du pays. Les femmes qui sont dans le secteur informel n'arrivent pas à avoir droit aux prêts bancaires parce qu'elle n'a pas la carte d'identité, par exemple. Elle ne pourra pas exceller dans son domaine de travail ou bien dans son domaine qui est le domaine du commerce. Des partenaires techniques et financiers tels que le PNUD, l'UNFPA et la CEDEAO se tiennent aux côtés du gouvernement pour accompagner cette initiative en général et en particulier les actions en faveur de la protection et de l'autonomisation des femmes. À la veille de cet heureux événement,
Au nom de toutes les femmes du Togo, je voudrais exprimer notre gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour son engagement profond en faveur de l'égalité des sexes, la promotion de la femme, le leadership, l'entrepreneuriat féminin, la lutte contre les violences à l'égard de la femme. Le gouvernement togolais a engagé depuis plusieurs années en faveur de l'égalité des sexes et de la promotion des droits des femmes poursuit ses efforts. La ministre de la promotion de la femme a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement du président de la République. Faure Essozimna Gnassingbé a renforcé l'inclusion des femmes dans toutes les sphères de la société. La célébration de l'édition 2025 de la Journée internationale des droits de la femme revêt une importance particulière car elle coïncide avec le 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Bédji. Au Togo, depuis bien des années, les questions d'égalité des sexes, de promotion de la femme et de protection de ses droits sont au centre de la politique de développement inclusif prônée par le chef de l'État. Le lancement officiel de cette journée a également permis de mettre en lumière le projet URI Togo qui vise à faciliter l'identification biométrique des populations. Une campagne de recensement a été initiée sur place, permettant à de nombreuses femmes d'entamer des démarches pour l'obtention de leurs documents officiels. Tout autre sujet dans le cadre du projet d'assistance alimentaire d'urgence issu du Forum sur la coopération Chine-Afrique, des cargaisons de riz en provenance de Chine continuent d'être livrées au Togo. Depuis janvier, le pays réceptionne progressivement des lots de riz blanc dans le cadre du partenariat sino-togolais. À ce jour, la direction régionale de l'Agence nationale de sécurité alimentaire, ANSAT, a déjà reçu 3 lots, soit 1741 tonnes sur les 2400 prévus. Marie-Thérèse Nabidi. À la direction régionale de l'Agence nationale de sécurité alimentaire ANSAT maritime, 1741 tonnes de riz blanc de 50 kg provenant de Chine sont à ce jour réceptionnées sur 2400 tonnes prévues. C'est un don d'une valeur de 1,730 milliard de francs CFA. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance alimentaire d'urgence annoncé lors du forum portant sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC. Ce riz devait être réceptionné en 4 tranches. Nous sommes là pour faire le point sur ce que nous avons déjà reçu et ce qui reste à réceptionner à la date d'aujourd'hui. Donc nous avons reçu depuis le 14 janvier au total 1741 tonnes pour 3 lots. Donc le premier lot, ça fait 471 tonnes, le deuxième 611 et le troisième 659 tonnes. C'est un grand soulagement pour nous que ce stock puisse arriver et renforcer les stocks de sécurité du pays. Au mois d'avril prochain, un 4e et dernier lot de 659 tonnes de riz blanc sera réceptionné. Actualité internationale à présent, c'était un moment attendu par l'opposition américaine. Le discours de politique générale de Donald Trump devant le Congrès, prononcé hier mardi. Il a donné l'opportunité aux démocrates de se faire entendre, eux qui étaient jusque-là restés discrets, presque inexistants après l'investiture du président. Suivez plutôt. À la Chambre des représentants ce mardi, un démocrate expulsé, des élus excédés et une tension maximale. Le démocrate Al Green a été sommé de quitter l'Assemblée après avoir hué à plusieurs reprises Donald Trump, qui s'exprimait pour la première fois au Congrès depuis son retour au pouvoir. D'autres élus de l'opposition ont brandi des pancartes pour protester contre la nouvelle administration. Ce que ce président a fait au cours des premières semaines de son mandat est vraiment anormal. La façon dont il exerce le pouvoir exécutif, en affirmant qu'il a le droit de fermer des ministères et des agences et de ne pas dépenser les fonds alloués par le Congrès de la manière prévue par la loi, est anormal.
the way that the law intends it to. Rarement au sein du Congrès, la division entre démocrates et républicains n'aura été aussi visible. Cravates rayées, rubans, de nombreux élus se sont parés des couleurs ukrainiennes ou ont arboré des tenues roses pour dénoncer les atteintes aux droits des femmes. Chargée de la réplique par les démocrates, Elissa Slotkin a, elle, remis l'économie au centre du débat. Objectif pour la sénatrice du Michigan, convaincre la classe moyenne délaissée selon elle par la nouvelle administration en vue des élections de mi-mandat en novembre 2026. Je pense que les démocrates ont une stratégie du laisser-faire face à cette politique de l'insolite menée par Donald Trump et Elon Musk. L'objectif est de générer un certain ressentiment de la part des électeurs. Les démocrates se présenteront ensuite lors des élections de mi-mandat dans 2 ans, comme le parti de la responsabilité. Selon des sondages récents, les démocrates n'ont jamais été aussi impopulaires depuis des décennies. Retour au Togo, dans le cadre des 20 ans du décès du général Gnassingbé Eyadema, une vaste campagne d'action médicale gratuite se déroule dans la région des Savanes. Depuis quelques jours, plusieurs équipes de médecins et spécialistes sont mobilisées dans les centres de santé et hôpitaux locaux pour offrir des consultations et divers soins médicaux. Yata Ratim. La commémoration marquant les 20 ans de la disparition du président Gnassingbé Eyadema, c'est aussi ça. Des consultations médicales gratuites du 3 au 18 mars dans les 7 préfectures de la région des Savanes. La campagne, conduite par une équipe de médecins et de spécialistes qualifiés, est mobilisée pour accueillir les populations, répondre à leurs besoins de santé et leur offrir des soins de qualité. D'abord, les consultations médicales gratuites avec dispensation des médicaments. Nous avons les activités d'échographie qui se feront à Dapon. Nous avons des activités chirurgicales qui vont se faire sur plusieurs volets. Il y a la chirurgie ORL, la chirurgie gynécologique et la chirurgie générale. Au niveau de la chirurgie, les pathologies qui sont prises en compte au niveau de la chirurgie, c'est essentiellement les hernies, les hydrocèles, les lipomes, les nodules de sein chez la femme. Là, quand on va prélever, on fera aussi l'examen anatomopathologique. On va s'occuper des fibromes utérins et du goitre. Elle couvre actuellement les 7 préfectures de la région des Savanes et elle va durer jusqu'au 18 mars. Informés par différents canaux de communication, les patients n'ont pas hésité à faire le déplacement des affaires sociales de Dapon. On s'est précipité pour voir ce qui se passe ici. Quand tu vis, il faut aussi te faire consulter, voir ce qui ne va pas en toi, dans ton organisme. Sincère merci au président de la République, Faure Gnassingbé, pour tous ces efforts qu'il fournit pour nous. Je suis venue ici, j'ai un problème de sein et je suis venue pour faire la consultation. Ces journées d'action médicale gratuite constituent une opportunité précieuse pour les habitants de la région des Savanes. Elles visent à offrir des soins accessibles à tous tout en promouvant la prévention et la prise en charge rapide des problèmes de santé. J'ai appris que le chef de l'État a organisé des consultations médicales gratuites en faveur de la population. Nous sommes arrivés aussi pour bénéficier de ces consultations. Je dis merci aux autorités pour cette initiative. Je souffre d'un mal d'œil depuis ma naissance, mais ça me fait particulièrement mal depuis 1 an. Je pense qu'avec ces consultations-là, moi aussi, je serai soulagé. Cette campagne s'inscrit dans les valeurs fondamentales prônées par le président Gnassingbé Eyadema. La solidarité, le bien-être des citoyens et l'inclusion. La bonne cohésion entre l'armée et la nation fait partie des objectifs de cette mission. Nous travaillons bien en symbiose avec la population qui n'hésite pas à nous approcher pour bénéficier des soins. Quand on est dans les blocs, nous travaillons ensemble avec les équipes civiles. Nos équipes sont déployées dans tous les chefs des préfectures, à Saint-Cancé, à Dapon, à Naki-Est, à Mandouri, à Tandjouaré, à Mango et à Gando. Nous invitons la population des Savanes de sortir massivement pour profiter de ces actions médicales gratuites et foraines que les chefs de l'État nous offrent gracieusement. La campagne a démarré et sur le terrain pour apporter leur soutien à l'équipe médicale et aux patients, les autorités politiques, administratives, locales et traditionnelles. Dans leur message, elles ont invité la population à tirer pleinement parti de cette campagne exceptionnelle.
Et nous poursuivons ce journal marqué par les cendres en signe d'humilité. Les fidèles catholiques ont officiellement entamé le carême ce mercredi, communément appelé mercredi des cendres. À la paroisse cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé, cette entrée en période de pénitence et d'action de grâce a été ponctuée par une messe solennelle présidée par le révérend Ayabou Germain en concélébration avec les prêtres de l'archidiocèse. Yasmine Kodia. L'imposition de la cendre par le signe de croix marque le début du temps de carême chez les fidèles catholiques. 40 jours durant, les chrétiens vont se renouveler à travers le jeûne, la pénitence et l'aumône. Un moment important pour ces fidèles de lutter contre les forces du mal et de se rapprocher davantage de Dieu. Je pense faire le jeûne par la grâce de Dieu en faisant des prières à des heures comme les heures de 9h, midi, 15h et à 18h. Quand on fait le jeûne, tu manges très léger, puis tu te concentres. Il n'y a pas de dispute, on fonce pas la mine et tu restes comme ça jusqu'au soir à 18h ou bien à 19h. Tu fais la rupture et puis tu pries. Après, tu manges un repas encore très léger. Le carême, c'est de s'abstenir de beaucoup de choses. Ces 40 jours vont nous réconforter et à s'approcher de temps en temps à notre Sauveur, le Christ, et qui a souffert pour nous. Le prêtre nous a dit de ne pas envier, mais de faire beaucoup de partage, d'aider ceux qui sont démunis, de faire rapprocher les gens qui s'éloignent du Christ. Le prêtre, dans son homélie, a invité la communauté chrétienne à la conversion absolue, à l'abandon total à Dieu et à accomplir les bonnes œuvres pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. La cendre utilisée est issue des rameaux bénis le dimanche des rameaux, signe manifeste de la volonté et la préparation de recevoir le salut qui vivifie et renouvelle. Tout comme les chrétiens catholiques, chaque année, les musulmans observent également 30 jours de jeûne pendant le mois de Ramadan, un moment sacré qui leur permet de renforcer leur lien personnel avec Allah. Cependant, certains croyants sont exemptés de cette pratique, bien qu'elle soit le 4e pilier de l'islam, qui sont donc les personnes autorisées à observer le jeûne pendant cette période sacrée. Les éléments de réponse dans ce dossier de Nicolas Tilla avec la voix de Gisèle Kozona. Le jeûne musulman commence ce 1er mars. Moment très important d'intenses prières, de partage, d'aumône et de privation. Les gens qui sont appelés à jeûner, les gens qui sont sur place, qui ne voyagent pas, les hommes, les femmes, ils vont jeûner tout le mois entier. Mais ce n'est pas tous les musulmans qui sont appelés à l'observer, bien qu'étant fidèles et pratiquants. Ceci compte tenu de certaines situations qui les empêchent de respecter convenablement ce rituel. Les voyageurs, les patients, les nourrices, les vieux, donc ceux-là sont exceptionnels et ne jeûnent pas. En ce qui concerne les enfants, il y a possibilité de les préparer d'avance à vivre ce précieux temps. C'est le cas du jeune Bassirou qui a commencé le jeûne très petit. J'ai commencé à jeûner à l'âge de 10 ans. Parce que selon la jurisprudence islamique, nous sommes appelés à être entraînés avant l'âge de la puberté. Et nos parents nous excitent à travers des cadeaux et autres à pouvoir jeûner. La première fois, déjà à midi, j'avais tellement faim, donc j'ai dû rompre. Mais par la suite, j'ai dû tenir et par là, je me suis habitué à jeûner. Pendant 30 jours, les fidèles musulmans sont appelés à changer d'attitude et opter pour une nouvelle ration alimentaire. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué. La compagnie énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle que les travaux de maintenance du gazoduc de WAPCO, démarrés le 5 février 2025, sont achevés et la fourniture du gaz naturel a repris normalement le 27 février 2025. Cependant, l'une des centrales thermiques du parc de production nationale sera en maintenance générale du 4 au
25 mars 2025. Cette opération, initialement programmée pour le 20 janvier 2025, est plusieurs fois reportée jusqu'au 4 mars en raison des travaux de raclage du gazoduc, ne peut plus être différée sous peine de causer des dommages au moteur de cette centrale. Grâce à l'appui de l'État, le déficit important d'énergie que génère l'arrêt de cette unité de production sera comblé par les importations supplémentaires de l'énergie. Toutefois, les perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique pourraient subvenir dans les périodes de forte demande. La Direction générale de la CET présente ses excuses à sa clientèle pour tout désagrément et la remercie pour sa compréhension. Un communiqué qui nous vient de la Direction générale de la CET. Et c'est sur ce communiqué que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Je vous retrouve avant 2h30.